Je suis Anne-Lise Brafort, directrice de recherche CNRS au laboratoire Listen, qui est situé sur le plateau de Saclay, spécialiste de traitement automatique des langues des signes depuis plus de 30 ans. Voilà, et donc je vais vous faire aujourd'hui un panorama assez en largeur et plutôt superficiel de tout ce qu'on fait, les types d'études qu'on fait actuellement sur la langue des signes ou qu'on a fait récemment. Et c'est vraiment très en largeur, ça va de la linguistique au deep learning en passant par les sciences du mouvement. Donc c'est voilà, c'est très très large. Et donc je commence par une petite vidéo. Regardez tout le corps, pas que les mains. Regardez ce qui se passe au niveau du visage, du corps, des épaules, des mouvements de la tête, les différents éléments du visage, ce qui se passe au niveau de la spatialisation des signes aussi. La direction du regard, c'est tout ça la langue des signes. Alors je ne vais pas vous passer tout l'extrait, mais voilà ce qu'elle a dit, en tout cas au début. Donc c'est en fait, j'ai trouvé ça sur le site web du musée d'Orsay, où il y a eu une exposition L'art est dans la rue, et là c'est une vidéo qui explicite les affiches face à la censure. Et donc je vais revenir dessus tout à l'heure pour vous donner quelques éléments de linguistique sur la langue des signes, et plus particulièrement l'utilisation de l'espace pour construire un discours. Donc là, il est question donc du pouvoir politique et religieux en termes d'entité principale dans la première phrase. Il est question de texte, d'image, représentation de spectacle. Retenez ça pour tout à l'heure. Maintenant, quelques petits éléments de vocabulaire, parce que tout à l'heure, il y en a un, je ne vise personne, qui m'a fait le coup de langage des signes, n'est-ce pas? Donc, mais je vais vous expliquer pourquoi enfin, l'importance de ces mots-là. Déjà, la notion de langage versus la notion de langue. Le langage, c'est la faculté d'utiliser une langue. Ça, c'est une faculté qui est commune à tous les humains. La langue, c'est un outil qui permet de communiquer et qui est commune seulement à un groupe de personnes, selon la langue. Et donc, c'est pour ça qu'on dit langue des signes et non pas langage des signes. D'ailleurs, on ne dit pas langage français, on dit langue française. Donc, langue des signes. Évidemment, il ne faut pas dire encore pire le langage des sourds-muets, parce que les sourds ne sont absolument pas muets. Donc ça, c'est le pire des pires. Voilà. Donc, voilà, personne l'a dit. Donc, c'est pour ça qu'on a eu droit à un dessert, d'ailleurs. Donc, la langue des signes, mais encore mieux, les langues des signes. Pourquoi? Et là, je vais vous parler de langue construite versus langue naturelle. Donc, une langue construite ou artificielle, c'est une langue qui a été créée consciemment par une ou plusieurs personnes dans un but bien particulier. Je citerai le célèbre exemple du Klingon, qui est la langue qui a été inventée pour la série Star Trek. Ça, c'est une langue artificielle. Une langue naturelle, c'est une langue qui se développe spontanément au fil du temps et au sein d'une communauté humaine. Donc, c'est le cas, par exemple, du français et de la LSF, langue des signes française. Je vous ai mis un tableau en dessous là qui représente un petit peu les filiations entre les différentes langues des signes. Vous ne pouvez pas voir en détail, mais en fait, en bleu et en vert sont toutes les langues des signes dérivées de la langue des signes française, pour des raisons historiques. Donc, par exemple, la langue des signes américaine dérive de la langue des signes française parce que c'est un éducateur sourd qui est parti de France pour aller créer le premier institut pour enfants sourds aux États-Unis. Et donc, qui a enseigné en fait la langue des signes française. Après, les langues sont vivantes, elles évoluent. Donc maintenant, c'est plus exactement. Il y a certains signes qui ressemblent, voire qui sont identiques, mais d'autres qui ont évolué. Est-ce que, voilà. Pour faire une comparaison avec les langues qu'on connaît, ce serait la même chose qu'entre, je veux dire, le québécois et le français, ou c'est plus différencié? Alors là, je suis pas assez. C'est comparable. Ouais, je sais pas. Je saurais pas donner une réponse sûre parce que je connais pas beaucoup la langue des signes américaine. Mais en tout cas, c'est peut-être le même genre de phénomène qui s'est produit, effectivement. Donc, en conclusion, les langues des signes sont des langues naturelles. Voilà. Et toutes les questions que vous vous posez sur les langues des signes, posez-les-vous pour les langues parlées et vous aurez la réponse. Parce qu'il y a exactement les mêmes phénomènes. C'est des langues naturelles. Autre chose qui est aussi important à connaître sur ces langues, c'est les notions de modalité écrite versus orale. Donc, qu'est-ce que c'est que l'écrit? C'est une représentation graphique d'une langue,
mais il existe plein de langues qui n'ont pas d'écriture, des langues parlées qui n'ont pas d'écriture, et c'est aussi le cas des langues des signes, elles n'ont pas d'écriture. Le terme oral, il ne faut pas le confondre avec vocal. Oral, on l'oppose à écrit, c'est-à-dire pour une langue donnée, il peut y avoir une modalité écrite ou pas, et il peut y avoir une modalité orale ou pas. Exemple, donc là je vous ai mis en colonne la nature, le canal utilisé pour les langues. Donc la colonne de gauche, c'est le canal audio-phonatoire qui est utilisé pour les langues parlées, et à droite, le canal visio-gestuel qui est utilisé pour les langues signées. Et ensuite, en ligne, vous avez la modalité écrite en haut, la modalité orale en bas. Donc, par exemple, on a une langue, le sumérien, qui n'existe que sous forme écrite. C'est la plus ancienne langue, je crois, parlée, écrite en tout cas, au monde. Mais elle n'est plus pratiquée. Donc, elle n'existe que sous forme écrite. À l'opposé, il y a certaines langues donc, qui n'ont pas de modalité écrite, comme par exemple certaines langues bantoues, comme le mbosi. Et puis, il existe les langues qu'on connaît le plus, nous, ce sont des langues qui ont les deux modalités. Donc, par exemple, le français, l'arabe, le japonais. En ce qui concerne les langues des signes, donc il n'y a pas de modalité écrite, mais on parle de modalité orale pour les langues des signes. Donc, du coup, si on se compare à ce qui se fait en traitement automatique des langues, il faut peut-être mieux comparer par rapport à ce qui se fait dans la modalité orale des langues parlées plutôt que dans leur modalité écrite, parce qu'on travaille sur de l'oral. Donc, je vous ai donné quelques exemples de langue des signes. La LSF, langue des signes française. ASL, c'est American Sign Language. BSL, c'est British Sign Language, qui a vraiment aucun rapport avec la langue des signes américaine. Auslan, c'est la langue des signes australienne. Libra, c'est la langue des signes brésilienne, etc., etc. Donc là, en synthèse, on peut dire les langues des signes sont donc des langues naturelles, visio-gestuelles, qui n'ont pas de forme écrite. Alors, un petit peu d'histoire, c'est important d'avoir quelques notions pour comprendre aussi, d'un point de vue sociolinguistique, la situation de la communauté sourde en France à l'heure actuelle. Donc, la langue des signes française a été interdite dans l'éducation des enfants sourds pendant plus d'un siècle, jusqu'à 1991, ce qui est quand même assez récent. Elle a été reconnue comme langue à part entière en 2005 seulement. Elle a encore un statut fragile. C'est pas une langue qui est inscrite dans la Constitution française. Il y a certains pays où les langues des signes des pays sont dans la Constitution. C'est pas le cas pour la LSF. Il existe des associations de défense de la communauté sourde et des langues des signes, comme par exemple la Fédération nationale des sourds de France. Alors cette situation d'interdiction, elle a eu lieu, je vous ai fait une petite frise historique ici. En gros, elle a eu lieu à partir de du congrès de Milan, qui a réuni des éducateurs d'enfants sourds, sachant qu'il y a toujours eu deux clans qui s'opposent, selon qu'on considère l'enfant sourd comme un enfant avec les oreilles cassées ou un enfant avec une langue spécifique. Et là, c'est les tenants. Donc, le premier groupe promeuve l'éducation dite oraliste, où on va essayer de faire rentrer l'enfant sourd plutôt dans quelque chose de plus normatif, donc essayer de s'exprimer avec la voix, de lire sur les lèvres, etc. Tandis que dans l'autre groupe, on va promouvoir plutôt une éducation bilingue, où on utilise la langue des signes pour l'oral et le français, ou la langue écrite du pays concerné, pour l'écrit. Sachant qu'il y a plein de pays où les situations de bilinguisme, voire de trilinguisme existent et ça pose aucun problème. Donc il y a toujours cette confrontation. Il faut savoir par exemple que l'Institut des jeunes sourds à Paris, qui a été créé au départ par l'abbé de l'Épée, qui n'a pas inventé la langue des signes puisque c'est une langue naturelle, mais qui a créé le premier institut pour enfants sourds, dépend pas du ministère de l'Éducation, mais du ministère de la Santé. Ça donne exactement une image très claire de comment l'enfant est considéré, et du coup, l'enfant va être amené à passer des heures et des heures chez l'orthophoniste ou à des exercices qui ont à voir avec l'oral. Et pendant ce temps-là, ils apprennent pas l'histoire, la géo, les maths, même le français écrit pose problème. Donc, à l'heure actuelle, là, je déborde un peu, donc faut me calmer. Il y a beaucoup de problématiques de maîtrise
imparfaite du français, qui est pour les sourds une langue seconde, elle n'est pas naturelle pour les sourds profonds en tout cas. Et du coup, beaucoup de sourds sont pas à l'aise avec les cris, et du coup, par exemple, le sous-titrage n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'il est important aussi de pouvoir donner de l'accès par la langue des signes. Là, cette année, il y a eu encore besoin de lutter contre une tentative de fermeture du concours du CAPES-LSF cette année, qui était la seule langue minoritaire où le concours était fermé pour tous les domaines, contrairement aux autres langues où il y avait au moins 1 ou 2 concours d'ouverts. Donc, bon, finalement, il y a eu pas mal de mobilisation et ils l'ont ouvert, le CAPES, mais voilà. Les locuteurs de langue des signes ne sont pas encore à pied d'égalité avec les locuteurs de la langue dominante, et c'est toujours la situation de la langue des signes et de la communauté est toujours fragile, et il faut être conscient de ça quand on travaille dans ce domaine. Un petit passage sur la culture, parce que qui dit langue dit culture. Donc si ça vous intéresse, je vous incite à découvrir la culture de la langue des signes, parce que c'est absolument incroyable de richesse. Vous avez du théâtre. En fait, j'ai des liens là dans mon PDF. Enfin, c'est pas le PDF là, mais je vous enverrai le PDF. Il y a des liens pour aller sur les sites. Vous pourrez creuser. Le théâtre le plus connu, il est à Paris. Il s'appelle IVT. Il a fait partie de ce qu'on appelle l'époque du réveil sourd, où les sourds se sont rendus compte que non, oui, leur langue avait une richesse et qu'il fallait se battre pour elle et commencer à défendre leur langue et leur culture. Il y a des contes en langue des signes, il y a de la poésie. Oui. Ah, ouais. Il y a quelque chose de très spécifique des langues des signes, ce qu'on appelle le visuel vernaculaire. Je vous ai mis un lien, là, c'est incroyable. C'est entre la poésie enfin, c'est quelque chose, c'est une forme de poésie un peu différente, où là, on va pas du tout utiliser le lexique de la langue des signes, on va vraiment se débrouiller que avec l'iconicité, je vais revenir dessus après, pour montrer des choses, mais là, cet extrait-là, il est absolument incroyable. Et puis, il y a aussi le chant-signe, donc c'est de la chanson en langue des signes. Je vais vous passer un tout petit extrait après. J'ai une petite question, parce que tu mets livre BD, mais comme c'est à l'oral que tu disais, c'est donc. Eh ben, t'as des BD sans bulle, par exemple, donc écrits par des artistes sourds qui font des BD sans bulle, où tout va se comprendre par le dessin. Mais il y a aussi des sourds qui sont suffisamment à l'aise avec l'écrit pour écrire des livres, ou qui vont se faire corriger. Puis maintenant, avec ChatGPT, ils utilisent beaucoup pour produire un français plus proche de la norme. Et par exemple, je recommande la lecture du livre d'Emmanuelle Laborie, qui est la directrice d'IVT, qui s'est fait connaître parce que c'est la première comédienne sourde à avoir eu un Molière, le prix pour le théâtre, et qui explique dans Le Cri de la Mouette comment elle a découvert la langue des signes assez tardivement, parce que c'est comme la plupart des enfants sourds, elle avait des parents entendants et qui connaissaient rien à ce monde-là et toutes les problématiques autour. Il y a aussi des médias, je vous en ai cité ici, et puis il y a des émissions qui sont interprétées. Mais interpréter, ça veut dire que c'est pas des sourds qui s'expriment, c'est des interprètes. Et ça change un peu la nature de la langue des signes, parce qu'il y a toutes les contraintes liées à la situation de live et d'interprétariat qui fait que la syntaxe va être un petit peu plus proche du français qu'elle ne devrait l'être. Voilà, c'est un type de langue des signes particulier. Pour ceux qui veulent se plonger dedans, je recommande de prendre des cours. J'ai vu qu'à Rennes 2, il y avait des cours de langue des signes, c'était proposé, mais il y a aussi des associations. Allez-y sans hésiter. Récemment, nous, au niveau de l'établissement, je pense que ça s'appelle que chez nous, il y a le projet Voltaire qui alors pour des questions d'écrit. Là, mais je sais qu'ils ont aussi une offre sur la langue. J'ai vu ça aussi. J'ai pas encore regardé, mais si c'est Voltaire, ça doit être quand même de la bonne qualité, je pense. Ouais, faut tenter le coup pour voir. Mais bon, c'est mieux d'avoir un prof et d'interagir avec, bien sûr. Hein. C'est surtout que les profs sont sourds, donc zéro langue parlée et on se plonge dans les signes. Alors, un petit exemple de chant-signe. C'est une chanson de Grand Corps Malade qui est interprétée en langue des signes par Emmanuelle Laborie, justement.
Le soleil sur les toits posera ses reflets d'or. Je vais voir ça, vu que c'est pas essentiel. Mâchoire sur un bon 5 minutes avec moi. Regardez les gens renaître au pluriel. Je vais parler en silence et sourire à haute voix. Je veux faire ça longtemps, vu que c'est pas essentiel. J'ai envie d'une nuit au son d'une du jour. Alors je vais du son dans mes deux oreilles. Je vais poster demain et les yeux pleins d'amour. C'est un moment important, vu que c'est pas essentiel. Pas essentiel. Pas essentiel. Pas essentiel. Donc je vais pas la passer en entier parce que sinon je vais déborder mon temps de parole. Mais ayez la curiosité de regarder, il y a vraiment des choses magnifiques. Même si on la comprend pas, déjà dans les chants signes, il y a les refrains. Donc on finit par choper quelques signes. Si vous allez sur le site Mediapi, si j'ai le temps, je vous montrerai tout à l'heure. Bon, c'est sur abonnement normalement, mais vous avez des parties qui sont en accès libre, où là c'est de l'information, de l'actualité qui est produite par des journalistes sourds et qui sont rendu accessible pour les personnes qui ne signent pas par l'ajout de sous-titres en post-production. Alors, maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans la linguistique. Je vais reprendre mon exemple de tout à l'heure et du coup, je ne vais pas pouvoir le rejouer. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer de me débrouiller. Donc, vous avez vu dans la première vidéo que je vous ai montrée, il y a plein d'articulateurs corporels qui sont activés simultanément. C'est tout le haut du corps qui est impliqué. J'ai même mon collègue sourd qui est capable de dire oui juste en bougeant sa narine, parce que normalement le signe pour oui c'est ça. Mais des fois il n'a pas envie de bouger les mains, donc il fait oui avec sa narine. Donc puis même par exemple si on est à un pot et que on tient un verre, faut qu'on se débrouille avec une seule main. Tout à l'heure je vous ai montré le signe pour faire bon appétit. Si on a bon c'est un signe à une main, mais disons que si on n'a pas de table et si on tient un verre, on va se débrouiller, on va le faire comme ça. Enfin on reporte les contraintes linguistiques sur d'autres parties du corps. C'est très libre. On est dans l'oral, encore une fois. Et donc, là, ce que je voulais vous montrer, c'est l'utilisation linguistique de l'espace de signation. Dans cet extrait-là, c'est vraiment très, très clair. À un moment donné, je vous ai dit, donc, si on reprend la première phrase, la censure désigne l'intervention du pouvoir politique et religieux pour interdire la publication d'un texte, d'une image, ou encore la représentation d'un spectacle, considérant que ces œuvres portent atteinte. Alors, sans vous traduire tout l'extrait en langue des signes, je vais revenir sur ces 5 éléments importants de cette phrase. Ils ont tous été spatialisés de manière ensuite à pouvoir montrer les relations entre ces différentes entités. Elle a placé d'abord les 3 signes. Donc, en plus, c'est pas du tout fait dans l'ordre du texte. Là, c'est en poste. Voilà. Donc, ce qui est mis, parce qu'en fait, en langue des signes, on part du contexte, du plus général, pour aller vers le plus précis. Et montrer les interactions. Donc là, elle a placé déjà le contexte, c'est de quoi on parle. Donc, elle a signé texte sur sa gauche, ensuite elle a signé image à peu près au milieu, et ensuite elle a signé théâtre, représentation sur sa droite. Donc ça veut dire qu'on a déjà 3 emplacements qui sont linguistiquement pertinisé, on va dire. Et du coup, elle va pouvoir ensuite revenir sur ces emplacements, soit par des pointages, soit par la direction du regard, soit par les mouvements qu'elle va faire par la suite. Ensuite, elle a placé pouvoir politique et religieux en haut. Alors, pouvoir politique, donc, sur sa gauche, et pouvoir religieux, vous avez peut-être repéré ce signe-là, sur la droite. Pourquoi elle les a placés en haut ? Parce que ça montre aussi une relation de hiérarchie qui n'est pas obligatoirement visible dans le texte, qui est implicite. Donc, souvent en langue des signes, en fait, les relations entre les entités sont beaucoup plus précises grâce à ce système de spatialisation. Voilà. Donc, voilà. Elle arrive à faire ça quand les interprètes font en direct, ils font ça aussi en direct, ça va être beaucoup plus difficile parce qu'il faudrait qu'ils sachent à l'avance de quoi on va parler. Donc, il est possible que dans les vidéos sur lesquelles vous travaillez, vous ayez beaucoup moins ce phénomène-là parce qu'il y a les contraintes du direct. Et ils n'ont pas le temps de construire cette image virtuelle qui permet de placer les entités avant de pouvoir montrer leurs relations. J'avais vu que pour la langue des signes américaine, ils pouvaient aussi placer des personnes en se déplaçant dans l'espace, ce qui représentait une limitation importante en fait, de la vidéo qui, elle, oblige à cadrer sur une personne et donc qui ne permet pas de véhiculer cette modalité-là. Est-ce que c'est vrai aussi pour la langue des signes française ? Mais la personne ne bouge pas quand même. Que la personne bouge, en gros, qu'elle situe une personne, par exemple, dans un dialogue
Ah oui, ok. Et après, en se déplaçant, elle interprète le rôle, elle fait comprendre qu'elle prend la voix ah oui, ok. plusieurs personnes qui interviennent du coup dans une explication. Alors ça, c'est pas usuel. Normalement, il suffit d'une simple rotation du buste pour changer de personne. Donc finalement, la vidéo de langue des signes permet de transmettre toutes les modalités nécessaires. Oui. On le voit par exemple dans le Conseil des ministres, là. L'interprète, quand elle, dans la partie questions-réponses, elle va, selon que c'est telle personne qui parle, telle personne qui répond, etc., elle va utiliser une rotation du buste pour indiquer qui a une différence de personnes qui parlent. Donc, non, normalement, on ne bouge pas. En fait, le principe, c'est aussi une économie de mouvement. C'est un équilibre entre la facilité de perception, d'interprétation, et la facilité aussi de réalisation physiologique, quoi, pour pas que ce soit trop fatigant. Donc, de ça, on conclut qu'un énoncé en langue des signes n'est pas une simple séquence de signes. Donc, d'où le problème avec juste les séquences de glose. Là, j'espère que je vous ai convaincu. Et encore, je vous ai pas parlé d'iconicité. Mais l'iconicité, c'est-à-dire le fait que les choses vont ressembler au réel, c'est présent à tous les niveaux linguistiques en langue des signes. Les signes en eux-mêmes, le lexique, comme par exemple, je vous fais le signe arbre, bon, on imagine bien, ça c'est le tronc, ça c'est les branches, etc. Mais on peut aussi créer des structures au fil de l'eau qui sont pas dans le lexique, dans un dictionnaire ou quoi que ce soit, qu'on va créer en fonction des besoins, avec on va dire des atomes de sens qui vont faire une molécule de sens, en utilisant différentes parties du corps. Donc ça, c'est des structures, on les appelle des structures illustratives. Elles sont pas listées dans les dictionnaires et elles sont présentes, elles sont aussi extrêmement utilisées en langue des signes. Alors, même, je pense, dans l'interprétariat, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire autrement. Donc, et même, par exemple, il y a des grosses différences, par exemple, dans certaines langues des signes à ce sujet-là. Par exemple, en langue des signes américaine, quand il y a un terme qui n'a pas de signe, souvent, c'est la dactylologie, le finger spelling, qui est utilisé, c'est-à-dire un espèce de code gestuel, où il y a des configurations de mains pour représenter chaque lettre de l'alphabet. A, B, C, D, etc. En langue des signes américaine, c'est pas mal utilisé dans un certain cercle social où on veut montrer qu'on maîtrise bien l'anglais. Mais par exemple, en langue des signes française, où il y a plus de militantisme pour défendre la langue des signes et essayer d'éviter l'influence du français, on va privilégier des structures illustratives. Il y a beaucoup moins de dactylologie. Donc quand on lit des articles de recherche là-dessus, il faut aussi avoir conscience de ça pour relativiser l'importance des différents éléments selon la situation socio-linguistique du pays. Le fingerspelling est beaucoup mis en avant dans les publications scientifiques, parce qu'elles sont américano-centrées. Exactement. Donc attention. Mais par exemple, je vais vous faire une structure. Par exemple, si on veut exprimer une relation spatiale toute simple, je veux dire le verre est sur la table, je vais montrer. En fait, en langue des signes, on peut montrer ce qu'on dit. Donc le mot sur, ok, il y a un signe pour dire sur, mais il est jamais utilisé par les sourds parce que les sourds ils vont préférer montrer cette relation spatiale. Ils vont utiliser les deux signes lexicaux qui représentent la table et le verre, table et verre, et ensuite ils vont montrer la relation spatiale à l'aide de ces formes de main-là qu'on appelle des proformes, un peu comme des pronoms, donc qui font référence aux entités qui ont été signées avant. Donc on peut dire le verre est sur la table, il est sous la table, il tombe de la table. Et là, c'est infini. On est dans le continu et on ne peut pas lister ça dans un dictionnaire parce qu'après, ces formes-là, elles vont dépendre de l'entité qui a été signée. D'où le problème des gloses aussi. Voilà. Sans parler de tous les éléments non manuels. Là, j'ai pas insisté là-dessus, mais le regard, bien entendu, est lié à ça, au fait qu'on utilise l'espace de signation. Sur le visage, on peut passer l'émotion, mais pas que. Si on prend chaque élément du visage, il porte une fonction grammaticale spécifique aussi. Donc, voilà. Voilà à quoi vous vous attaquez. Alors, il y a autre chose. Il y a autre chose que je voulais faire passer aussi, c'est qu'actuellement, il y a une prise de conscience des sourds de ce qui se passe au niveau recherche et nouvelles technologies sur la langue des signes. Il se trouve que indépendamment de ça, il y a déjà une notion qui a été définie il y a déjà un petit moment, l'audisme,
qui est quelque chose qui se manifeste lorsqu'on juge l'intelligence, le bonheur ou la réussite d'une personne en fonction de sa capacité à parler ou à entendre. C'est vraiment une notion qui a été définie. Ça se manifeste souvent par une hypothèse tacite selon laquelle l'audition est supérieure à la surdité. Et du coup, il y a des présomptions ou croyances qu'il faut encourager ou même forcer les personnes sourdes à être autant que possible comme les entendants. C'est ce qui se passe avec l'oralisme dont j'ai parlé avant. Et puis s'octroyer le contrôle des personnes sourdes, leur retirer leur pouvoir en prenant des décisions au sujet de leur langue, de leur éducation, des services qu'il leur faut. C'est particulièrement appuyé actuellement avec l'IA, le développement de l'IA, sachant que les grands modèles de langue ont été développés par et pour les langues vocales, écrites ou parlées, mais que se passe-t-il lorsque la langue n'est ni écrite ni parlée, mais signée? Et si les hypothèses qui sous-tendent ces systèmes reflètent des normes que tout le monde ne peut pas respecter, et si l'égalité, du coup, lorsqu'elle repose sur l'uniformité, devient une nouvelle forme d'exclusion. La problématique, c'est que la plupart des gens qui travaillent sur les langues des signes sont des chercheurs entendants, qui sont pas toujours au fait du fonctionnement des langues des signes et du contexte sociolinguistique, et donc il y a des gros risques de biais. Et du coup, ma recommandation, quand on commence à travailler sur ces sujets, c'est vraiment d'essayer de faire participer des professionnels sourds, des experts langue des signes, idéalement à la gouvernance du projet. C'est pas toujours facile quand on déboule dans le milieu, qu'on n'a pas encore de relation, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut arriver à atteindre à terme dans vos projets. Alors, ceci étant dit, maintenant je vais vous parler de ce qu'on fait nous. Nous, on a commencé, en fait, c'est moi qui ai commencé. Il me semble que j'ai été la première informaticienne à travailler sur la langue des signes française. Voilà, donc ça remonte à 92, mon début de thèse, où à l'époque, il n'y avait aucune donnée. Moi, j'ai créé mes données moi-même. J'avais un gant numérique. Je pouvais faire que des phrases complètement artificielles avec que des signes mono-manuels. C'était du grand n'importe quoi, mais bon, j'ai fait avec les moyens du bord et ça m'a permis de débroussailler à la grosse machette toute la problématique. Donc c'était de l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, c'est pas que du deep learning, ça existe depuis 1956. Après, on a fait divers travaux sur la modélisation linguistique et la génération, où là, c'était plutôt des systèmes à base de règles. Et c'est encore le cas maintenant. Il y a des tâches pour lesquelles c'est plus pertinent. On n'a pas les données, ou alors c'est impossible de faire sans règles. En 2020, on a commencé à avoir un petit peu de données, un super corpus, 8 heures. Mais on l'a annoté, dans le cadre d'un projet européen, on l'a annoté, on l'a traduit. Enfin, je crois qu'il y a plus de 50% à l'heure actuelle du corpus qui est annoté, et puis ça devrait être fini dans l'année. Donc, on a commencé à utiliser des méthodes à base d'apprentissage. Et en 2022, on a eu un partenariat avec Mediapie, qui est ce média en ligne créé par des journalistes sourds, et qui nous a permis, dans le cadre d'un projet BPI, on a eu un financement qui nous a permis de faire ce partenariat avec Mediapie, et on a eu le droit d'utiliser 86 heures de vidéos issues de ce média. Donc là, qui est de la langue des signes pure, mais qui est sous-titrée en français. Donc, est parfaitement aligné. On n'a pas la problématique de l'interprétariat. Et là, ça nous a changé complètement la donne. Et du coup, on a là fait, c'est tout récent, c'était juste avant l'HCRS, le dernier HCRS, qui, pour ceux qui ne sont pas dans les labos, notre machin d'évaluation, des laboratoires, on a pu montrer le premier prototype de recherche le premier prototype de recherche, en reconnaissance automatique de signes isolés. Donc, faut mettre ça en parallèle avec la reconnaissance automatique de mots isolés en parole, pour voir le décalage aussi temporel par rapport à ce qui se fait en parole. Donc, conclusion, là, on peut dire que c'est un domaine de recherche très récent. En plus, on n'est pas beaucoup à travailler là-dessus en France, mais c'est pareil dans tous les pays. Alors, les personnes impliquées. Donc, une petite question ah oui, pardon. Ouais. Oui. Finalement, on va essayer d'inverser une sorte de variation continue, une variation infinie. Et du coup,
quel sens en fait de faire juste reconnaître des signes Alors ça vient on a un partenariat aussi avec SIGMAT, qui est donc un groupe de professeurs de mathématiques sourds-entendants qui enseignent les maths en langue des signes, depuis le primaire jusqu'à l'université. Et donc ils essaient de créer au niveau national un lexique de spécialité sur les mathématiques pour essayer d'avoir des ressources à partager et un petit peu uniformisées, standardisées au niveau national. Aussi à disposition des interprètes ou des parents d'enfants sourds, etc., pour avoir le vocabulaire en langue des signes pour les mathématiques. Et donc, ils ont fait un site web, si j'ai le temps, je vous montrerai, qui est vachement bien, qui est très bien structuré et tout, mais pour l'instant, on peut interroger ce site que par le mot en français. Avoir un système d'interrogation par la langue des signes, ça leur serait très utile. Donc, c'est eux qui m'ont contacté pour nous dire qu'ils avaient besoin d'outiller, d'avoir des outils autour de la langue des signes pour leur site web. Donc, c'est le type d'application. Et toujours pareil, c'est vrai qu'on n'y aurait pas pensé si on n'avait pas eu une demande du terrain, quoi. Et donc, oui, c'est une tâche utile en tant que telle. Alors, j'ai essayé de faire un peu un truc synthétique sur tout ce qu'on fait. Donc déjà, l'équipe. Donc, on est 5 permanents. Donc moi-même, j'ai un collègue, Michael Filleul, qui est un de mes anciens doctorants, qui a été recruté au CNRS aussi. Michel Gouifès, je sais pas si vous la connaissez, mais je sais qu'elle vient souvent ici pour des comités de recrutement ou des soutenances de thèse. Ouais. Ouais, donc et puis elle a fait ses études à l'INSA ici, donc elle est bretonne. D'ailleurs, son signe en langue des signes, c'est ça, ce qui veut dire Bretagne. Ah oui, d'accord. Ouais. Et Jules Françoise, alors lui, il nous a rejoint il y a pas très longtemps. Il travaille pas que sur la langue des signes. Et donc bon, et puis Cyril Verreccia, qui est sourd, lui, et qui a rejoint le labo il y a quelques années. Il est infographiste. Donc c'est lui qui nous fait les avatars et les animations en langue des signes. Et évidemment, comme c'est sa langue première, c'est des super animations, quoi. On a actuellement aussi une doctorante, Julie Albou, une ingénieure de recherche en CDD qui essaie de passer le concours pour rester chez nous, et une collaboration avec une postdoc qui est située à Grenoble, Diandra Fabre. Donc voilà, je vous ai mis un petit peu tout ça. Et puis c'est trans équipe au niveau du laboratoire. Donc, on a des projets qui portent sur donc c'est vraiment très interdisciplinaire. On a des projets qui sont plus sur la partie linguistique, où on essaie de modéliser la grammaire de la langue des signes. C'est porté plus particulièrement par Michael. On a aussi une grande activité de création de ressources langagières et annotations. Donc ça, c'est plutôt moi qui coordonne ça. On a eu aussi alors pas actuellement, mais des collaborations avec un laboratoire en sciences du mouvement, parce que pour la génération, c'est fondamental d'avoir aussi des notions. La langue des signes, ça n'est que des mouvements. Et si on veut pouvoir générer des animations qui soient perçues par la bonne zone du cerveau, il faut que ce soit des mouvements bioréalistes. Sinon, ça passe pas directement. C'est beaucoup plus compliqué. Et puis, évidemment, en informatique, donc différentes compétences. Donc, pour tout ce qui est graphique, donc plutôt Cyril. Vision par machine, ça va être plutôt Michel. Et puis les deux Julie et Diandra. Et apprentissage profond aussi. Et IHM, c'est Jules. Voilà. Donc, on essaye. Le travail de fond fondamental, c'est d'essayer d'acquérir des connaissances sur l'aspect linguistique, mais aussi le mouvement, de créer des ressources linguistiques qui nous aident à faire ça, et puis à partir de là, faire des formalisations, qui vont être peut-être plutôt à base de règles, on va dire, si on doit faire un petit peu de paquet, et des représentations plus dédiées à être utilisées ensuite en apprentissage profond pour différentes tâches, les différentes tâches classiques de génération, traduction, reconnaissance, annotation, qui peuvent éventuellement être utilisés aussi pour enrichir les ressources linguistiques. Donc, je vais tracer un panorama ultra superficiel et rapide, donner quelques exemples. Le tableau, il passe pas. Bon, c'est pas grave du tout. Sur les ressources linguistiques, donc voilà toutes les ressources qu'on a pu créer. Elles sont toutes diffusées sur Ortholangue, qui est une plateforme nationale qui permet de contrôler
qui a accès aux ressources. Nous, ça nous permet de garder le contrôle sur le fait que c'est que des acteurs, des membres d'ESR qui y ont accès, parce que de par les consentements qu'on a fait signer aux locuteurs, etc., on ne peut pas diffuser à des structures privées. Donc, on a démarré, comme tout le monde, avec des corpus plutôt de laboratoire qu'on a annotés, mais c'est très très long, très fastidieux. Tout n'est pas fini d'être annoté. On fait des guides d'annotation, ça évolue au cours du temps. Mais maintenant, on travaille plus sur des corpus bilingues qui sont issus de médias sous-titrés, médias sourds de manière privilégiée. Mais on s'est attaqué aussi à des données de type interprétariat, mais qui rajoutent des problématiques supplémentaires, de décalage temporel, du fait que c'est une langue des signes un peu particulière, etc. Bon, je voulais vous montrer un petit exemple vite fait. Ça, c'était fait à l'époque, on utilisait OpenPose, et ça vient du média, ça vient de Mediapie. Donc, à l'époque, on disposait de ce type de données avec les sous-titres. Vous voyez que, enfin, moi, j'arrive à suivre en langue des signes ce qui est signé. Au niveau du visage, c'est un peu maigrichon quand même. Et le confort, il est comment parce que réussir à suivre, c'est une chose. Ah non, je pense que ça fait mal au cerveau quand même. Surtout à cause du visage. Ouais. C'est pas, ouais. La modélisation linguistique. Alors là, je vais rester très superficielle aussi. Donc, en fait, c'est un modèle formel qui a été créé pour décrire la langue des signes sous forme de règles de production qu'on peut paramétriser et qui associe un ensemble de formes observables dans les corpus à un sens identifié. On a essayé de faire un pas en arrière par rapport aux théories linguistiques, parce qu'il y a autant de théories linguistiques que de linguistes. On présuppose pas en particulier les niveaux usuels en linguistique qui sont la phonétique, la phonologie, la morphologie, le niveau lexical, syntaxique, parce que sont pas obligatoirement définis de manière très claire en langue des signes. Et on essaye surtout de décrire des contraintes nécessaires et suffisantes de synchronisation spatio-temporelle et de dynamique des mouvements pour être capable d'associer ce qu'on observe de manière récurrente pour une forme donnée par rapport à un sens donné. Donc, ça peut par exemple permettre de décrire ce qu'on appelle un signe qui serait à peu près l'équivalent d'un mot en faisant court. Ici, c'est un exemple avec le signe ville. Mais tous les signes, quasiment, on peut les relocaliser dans l'espace, comme vous avez vu dans l'exemple. Du coup, cette description doit pouvoir embarquer, parce que ça, c'est des lignes temporelles horizontales, ça doit pouvoir embarquer des informations de nature géométrique sur l'endroit où on place le signe dans l'espace de signation. Il peut y avoir aussi, éventuellement, que ça embarque en paramètre un élément de type point, voilà, avec des coordonnées 3D. Ça peut éventuellement embarquer aussi des informations sur la dynamique du mouvement, parce que ça peut être une information importante dans le signe. Mais on peut aussi décrire avec ce langage-là des choses de plus haut niveau. Par exemple, le fait que souvent en langue des signes, on va commencer, je vous ai dit, par donner le contexte, puis des informations plus précises. Et on a beaucoup une utilisation courante de cette structure-là, qu'on appelle info about. Donc, on donne une information sur un topic. Et ça a toujours la même structure. Alors, le topic, c'est quelque chose qui est passé en paramètres, l'info aussi, mais on va avoir toujours un petit temps de tenue qui est différent qui est assez court entre la partie topic et la partie information, un peu plus longue à la fin, et ça se termine par un clignement des yeux. Voilà. Et c'est des choses qu'on trouve dans aucun bouquin de grammaire de langue des signes. Nous, on est vraiment partie des données. On n'a pas voulu se contenter des choses qu'on a lues dans les articles en linguistique, parce que tout n'est pas décrit, et puis les linguistes sont pas d'accord entre eux. Donc nous, c'est basé sur les données, et rien que sur les données. Et ensuite, du coup, on peut créer des expressions en Asie, telles que celles que je vous montre là, ça décrit tout un énoncé, c'est les soldes d'hiver démarrent mercredi dans toute la France, et dès minuit sur Internet. Donc, on est capable de décrire, je sais pas, ça couvre à peu près, je sais pas, peut-être 95% de ce qu'on peut trouver dans le corpus qui a servi pour bâtir cette grammaire-là.
Et évidemment, c'est à base de règles. Mais on loupe rien de ce qu'il y a dans la langue des signes, presque rien, quoi. Et grâce à ça, et puis comme c'est des règles de production, en fait, on peut transformer ça sous forme de fichiers qui décrit les contrôles à appliquer sur un avatar et qui nous permet d'avoir des avatars qui sont le plus proches possible de la grammaire des langues des signes. Voilà, je passe ça. Concernant le mouvement, alors là, donc c'est aussi, je vous le disais, vachement important pour la génération. Pourquoi? Parce que apparemment, d'après ce que j'ai compris de mes collègues en sciences du mouvement, le cerveau humain apprend très très tôt, bébé, à différencier des mouvements bioréalistes d'autres types de mouvements. Et du coup, c'est pas les mêmes parties du cerveau qui traitent l'information selon qu'elle est bioréaliste ou pas. C'est pour ça que si on fait un avatar trop robotique, ça va pas être traité par la bonne zone du cerveau et du coup ralentir tout le processus de perception et de compréhension. D'où l'importance aussi de s'intéresser à ça. Alors on a fait par exemple des études pour étudier ce qu'on appelle les lois du contrôle moteur dans le domaine des sciences du mouvement et voir si on les retrouvait en langue des signes et si oui, si elles étaient modifiées ou pas. Et c'est le cas, certaines règles, enfin elles sont présentes, mais certaines règles sont modifiées. On sent bien qu'il y a un contrôle linguistique qui intervient là en plus, puisqu'on veut communiquer avec quelqu'un, il y a une intention de communiquer, et du coup plus de contrôle sur le mouvement par rapport à du mouvement naturel tout venant, quoi. Et on a aussi étudié quelque chose d'important, donc là c'est l'importance pour l'anonymisation, c'est que dans les mouvements, on peut reconnaître l'identité d'une personne, de même qu'on peut reconnaître la voix d'une personne qu'on connaît au préalable. Alors je vais passer vite dessus, je vous montre juste qu'est-ce qu'on a utilisé comme données pour faire cette étude. On a utilisé ça. Donc on a fait un corpus en capture de mouvement, on a fait des toutes petites séquences, on a gardé que des points positionnés sur les articulations pour qu'on n'ait que le mouvement, pas du tout la partie sens. Et on a montré ça, on a monté une manip en ligne et on a demandé aux gens de regarder et d'essayer de reconnaître qui était cette personne en proposant ensuite 4 personnes possibles, une hyper connue par toute la communauté des sourds, une connue aussi mais plus jeune, donc depuis moins longtemps, une encore plus jeune, etc. Puis une plutôt pas trop connue au niveau national. Et on a pu montrer comme ça qu'effectivement, plus la personne est connue, plus facilement elle est reconnue, mais à des taux assez incroyables. Alors que les gens nous disaient j'ai répondu au pif et tout, mais non, ils répondaient pas au pif. C'était assez impressionnant. Voilà. Donc en génération, la plupart des travaux, dans tous les travaux qu'on a fait jusqu'à maintenant, en génération, ont utilisé ASI, donc ce modèle formel de représentation de la grammaire de langue des signes, pour produire des animations d'avatar. Dans le cadre de différents projets, donc on a une collaboration avec une équipe à Chicago, c'est l'avatar qu'on a vu tout à l'heure sur ton slide, je crois. Elle s'appelle Paula. Donc là, eux, c'est un logiciel de création d'animation pour les artistes. Et l'idée, c'est de rajouter des choses automatiques inspirées par des connaissances linguistiques ou des connaissances sur le mouvement pour automatiser un petit peu certaines parties. On a eu aussi un projet qui s'appelle Rosetta, où là, on a travaillé à partir de données de mocap qui ont été faites dans le studio de Mocap Lab, qui est une entreprise qui est située à Aubervilliers, je crois, et où on a construit des animations en récupérant des énoncés déjà tout faits, en remplaçant des bouts, mais aussi en tenant compte de certaines propriétés linguistiques pour pouvoir optimiser la manière dont se reconnectent ensuite les bouts d'animation entre eux. Et puis là, récemment, il y a eu une thèse pour qu'on essaie d'avoir notre propre outil de génération, c'est sous Blender, à partir d'ASI toujours, mais sans capture de mouvement et tous les aspects qui venaient de la science du mouvement ne sont pas intégrés dedans, donc c'est pas très magnifique, je trouve, pour l'instant. Puis c'est pas notre spécialité finalement, la partie informatique graphique, sauf si on prend des choses toutes faites par notre collègue infographiste.
Je vous montre Paola. Alors, ça, c'est quelque chose qui a été piloté à partir d'Asie. C'est pas une unité lexicale du tout, c'est une structure illustrative qui montre la forme d'un meuble. En l'occurrence, je crois que c'était un placard de vêtements ou de choses comme ça. Donc, on arrive aussi, grâce à Asie, à décrire des structures illustratives. Il n'y a pas que le lexique. Voilà, alors le visage n'est pas très magnifique, mais il y avait, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait quand même un petit peu de mouvement de torsion du buste et puis des yeux. Par exemple, pour les torsions du buste, ils ont fait des études sur le fait que la tête tourne, comment ça entraîne le buste, etc., pour que ça reste réaliste. Ça, c'est un exemple avec... pour le projet Rosetta, où ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une phrase où il fallait remplacer voilà. Bon, il y a un petit glitch, mais en gros, on voit pas du tout les transitions entre les bouts d'animation. Ça a été un peu vite, mais dans l'exemple avant, en fait, c'était une phrase où il fallait remplacer la ville de Bordeaux, qui est signée comme ça, par la ville de Gersteb, qui en fait s'est fait en dactylologie, parce qu'il n'y a pas de signe pour cette ville. Et donc, mais des fois, il faut passer d'un signe qui est bimanuel à un signe qui est monomanuel, et il faut gérer, par exemple, ce qui se passe avec la main dominée. Tout un tas de problématiques comme ça qui ont été étudiées. Alors, la traduction. Alors, la traduction du texte vers la langue des signes, on l'a abordé dans ce projet dont vous venez de voir un extrait vidéo. Je vais pas revenir dessus. On l'a aussi étudié dans le cadre d'une thèse sur la traduction assistée par ordinateur. Ordinateur, tiens. Qui nous semble être quelque chose de peut-être plus atteignable, parce que là, ce qu'on a pu faire dans le projet Rosetta, c'était basé sur un corpus qu'on avait qui était très limité, et on arrivait à faire de la traduction à partir du moment où on avait des nouvelles phrases qui ressemblaient à des phrases déjà dans le corpus et qu'on pouvait construire en prenant des bouts. C'est une approche basée exemple. Évidemment, c'est complètement lié à la taille du corpus et des phrases qu'on peut avoir dedans, des phrases exemples qu'on peut avoir dedans. Et pour l'instant, faire ça avec des approches par apprentissage, on n'a pas les corpus, on n'a pas les données qui nous permettent de faire ça. Même avec nos 86 heures, on en est loin. Par contre, ce qui nous semble être probablement quelque chose d'intéressant à étudier, c'est de créer des petits outils sur des tâches beaucoup plus ciblées qu'on intégrerait à un logiciel de traduction assistée par ordinateur. En plus, ça fait moins peur aux interprètes qui comprennent que l'IA, elle peut être utilisée aussi comme outil pour eux, quoi, et pas pour les remplacer. Dans le cadre de cette thèse, il y a eu déjà une observation justement avec des professionnels de leur pratique pour essayer de constituer un cahier des charges de ce que devrait être un logiciel de ce type-là. Et 2 prototypes ont été faits. D'une part, un concordancier, c'est quelque chose, vous connaissez peut-être Lingui, qui permet d'aligner, enfin d'avoir un corpus, qui est constitué à partir d'un corpus de phrases, par exemple en français et de phrases en anglais, ce qui nous permet de voir dans différents contextes comment ça va être traduit, parce que ça peut être traduit de manière différente. Et ça, les traducteurs, ils utilisent beaucoup ce genre d'outil-là pour choisir la meilleure version. Et du coup, on a fait un prototype de concordancier. Et là, il s'agit d'aligner du texte, de l'écrit en français, avec de l'oral vidéo en langue des signes. Et trouver moyen de voir cet alignement, donc avec un système de surtitrage en jaune. J'ai pas le temps mais si vous voulez, je peux vous faire une petite démo aussi de ça, mais je pense que j'aurai pas le temps. Et puis, il y a eu un prototype aussi pour d'éditeurs de traduction en langue des signes où vous avez vu tout à l'heure que l'ordre peut être complètement différent. Et donc là, le principe, c'est de pouvoir déplacer, en fait, donc de segmenter le texte au départ, d'y faire correspondre des blocs dans la zone de travail en bleu, là, et éventuellement de pouvoir déplacer ces blocs pour pouvoir les mettre dans le bon ordre pour la langue des signes. Alors maintenant, on passe à la partie plus travaux actuels à base d'approches par apprentissage. Donc on a travaillé sur différents types de représentations des vidéos. On a commencé par OpenPose, comme tout le monde.
Maintenant, on utilise plutôt un MediaPipe pour ce qui est des modèles de pose, qui sont plus légers. Pour les applications temps réel ou interactif, je pense qu'on peut pas se passer de ce type d'approche-là. Donc, je sais pas si c'est... Normalement, c'est une vidéo. Ah non, on la verra après. Et donc, ce qui permet d'avoir une représentation vraiment plus légère. Donc, on a eu aussi une petite étude sur la normalisation des données, parce que, évidemment, selon la morphologie du signeur, il peut y avoir des choses très très différentes qui sont observées. Donc, on a fait tout un travail aussi sur la normalisation. On étudie aussi des modèles denses spatio-temporels, comme i3D ou alors Video Screen Transformers, qui sont à l'heure actuelle ceux qui, à notre avis, donnent les meilleurs résultats sur des tâches, différentes tâches de reconnaissance, d'annotation, de traduction. Ils sont plus lourds, mais ils sont plus performants. Donc, pour des tâches offline, c'est sans doute préférable d'utiliser ce type de représentation. Alors, on a fait des études comparatives en utilisant des datasets. Au départ, c'est des modèles qui ont été entraînés sur des datasets de mouvements tout venant. Il y en a un qui s'appelle Kinetics, ou de langue des signes. Par exemple, il y en a un qui s'appelle Bob Essel. C'est de la langue des signes britannique. Et ils ont un corpus qui fait plus de 1000 heures, qui est issu de la BBC, en fait. Donc, c'est surtout de l'interprétariat. Mais pour faire un modèle de représentation des vidéos de langue des signes, pas de la langue, hein, mais des vidéos de langue des signes, c'est pertinent. On peut ensuite l'affiner sur notre dataset de 86 heures de langue des signes française, ce qui nous a permis vraiment d'avoir un modèle assez performant qu'on a appliqué à différentes tâches. Là, c'est un exemple de ce qu'on avait fait au moment d'OpenPose, où à l'époque, on avait finalement que un squelette 2D. Donc, quand on avait un corpus de mocap, on a pu tenter de faire, grâce à ça, un squelette, une représentation 3D quand même. Et pour les mains, on n'avait rien du tout. À l'époque, il n'y avait rien. Dans OpenPose, c'était pas assez précis. Donc, on avait utilisé un modèle qui avait été fait par un chercheur allemand qui s'appelait DeepHand et qui renvoyait la configuration reconnue. Mais c'était pas... Les configurations étant à peu près semblables d'une langue des signes à une autre. Bon, mais c'était quand même pas l'idéal. Ça a quand même beaucoup progressé depuis. Alors là, je vais vous la rejouer celle-là parce que c'est un exemple très intéressant. Donc ça, c'est dans notre corpus DictaSign qu'on a fait, celui qui est annoté et tout, qu'on a fait pendant le projet européen DictaSign. Là, elle est en train, la locutrice, de décrire un endroit, une place où il y a plein de restaurants autour de la place. Donc, je vais vous la refaire. Du coup, je sais pas si je peux. Elle va vite, hein. Alors, regardez bien ce qui se passe au niveau de l'espace. Là, tout est à peu près dans la même zone au niveau horizontal, mais regardez les mains l'une par rapport à l'autre. Donc, vous avez repéré à un moment donné, elle pointe au milieu, et puis il se passe des choses autour, là. Bon, et ben dans ce petit extrait-là, qui veut dire, si je me souviens bien, donc au milieu de la place, il y a un bâtiment, et puis tout autour, il y a plein de restaurants. En fait, il n'y a que 2 signes. Tout le reste, c'est exprimé par des structures illustratives. Donc, si on devait traduire ou utiliser que des gloses là-dessus, on aurait juste centre, qui est ce signe-là, et restaurant, qui est ce signe-là. Et tout le reste, c'est que des structures illustratives, d'où, je vous dis, la forte limitation d'utilisation des gloses. Et dans le reste, on a des pointages. Donc ça, c'est des choses qui sont difficiles à reconnaître parce que c'est très, très court, très rapide. Et on a des structures illustratives qui permettent de montrer l'emplacement relatif de certaines entités par rapport à une référence ou ce genre de choses-là. Et on a eu une thèse qui a porté sur juste essayer d'identifier la catégorie d'unité gestuelle en œuvre dans ce type d'énoncé. Et donc, le doctorat avait fait un système qui essayait,
automatiquement de détecter, alors c'est pas très grand, mais à quel moment il y a des unités lexicales, à quel moment il y a des unités illustratives, à quel moment il y a des pointages. Par exemple, là, vous voyez les 2 pointages, là, ils ont été pas mal détectés. Par contre, ici, il y a un faux positif, c'est cette ligne verte, là, qui s'explique par le fait que restaurant, en fait, a pas été réalisé de la manière usuelle, parce que même les signes lexicaux, ils peuvent être déformés en contexte pour être plus précis. Et à un moment donné, donc normalement, restaurant, c'est comme ça. Et là, en fait, elle fait un espèce de truc comme ça, parce que elle a rajouté une forme de pointage dans sa main dominée pour indiquer que les restaurants, par rapport à cet emplacement-là, ils étaient devant et ensuite tout autour. D'où la limitation des gloses. Voilà. Et ça, quand ils interprètent en direct, c'est la même technique? Alors oui, s'ils ont le temps de le faire, ils vont essayer de construire des choses comme ça. Ça sera moins présent dans tout ce qui est vraiment très spécifique à la langue des signes, comme l'utilisation de l'espace, comme ça, la multilinéarité et puis l'utilisation de l'espace de signation. C'est moins présent dans les données de type interprétation à cause de la situation particulière temporelle, l'influence de la grammaire du français, enfin de la langue parlée, etc., fait qu'il y en a moins. Ouais. Mais il y en aura quand même toujours un peu. En tout cas, il faut être conscient que ça existe. Et du coup, être conscient de ce qu'on est susceptible de louper. Et encore, j'ai même pas eu le temps de vous parler de ce qui se passe au niveau du visage. En live, on n'a pas le temps. Bah, c'est-à-dire qu'en langue des signes, ouais, c'est ça. Et puis, si tu veux faire un énoncé vraiment bien construit en langue des signes, il faut que ce qui a été dit en oral, il faut que quelque part tu le déverbalises, tu le transformes sous forme d'image 3D. Il faut penser en image, en fait. Ouais, donc, c'est un exercice mental extrêmement complexe. Ouais. Et donc, les interprètes n'ont pas obligatoirement le temps de faire cet exercice mental. Ils essaient de le faire au mieux, mais tandis qu'en post-production, ils ont le temps de le faire. Et donc, c'est pour ça que la traduction en post-production est en général de bien meilleure qualité. Voilà. Et qu'est-ce que je vous ai mis pour finir? La traduction, cette fois-ci, de la langue des signes vers le texte, on l'a tenté quand même. Sur notre corpus Mediapi RGB, qui fait 86 heures, c'est Diandra qui a bossé là-dessus. Elle a fait des comparaisons d'approches en faisant du end-to-end, donc sans représentation du tout des signes, avec une annotation partielle, avec notre petit lexique qu'on s'est fait nous-mêmes, qui fait que 445 signes pour l'instant, et aussi avec une approche par pseudo-signes. Les résultats sont pas bons du tout, évidemment. Et bon, là vous avez le bleu 4 qui est indiqué. Donc avec les pseudo-signes, on gagne un tout petit peu. On voit que déjà du end-to-end pur, bah, c'est même pas la peine. Avec une annotation partielle, ça rajoute quand même quelque chose. Donc on sent que même si on essaie de faire des approches end-to-end, il faut ajouter de l'information linguistique pour aider, parce qu'il n'y a pas assez de données. Et donc, ok, on a clairement un manque de données alignées. On a notre taille on appelle ça un signaire, un lexique de langue des signes. Pour l'instant, il reste encore limité parce qu'on le construit nous-mêmes, quoi. Et puis aussi un manque de connaissances linguistiques. Il faudrait pouvoir rajouter des informations sur cette spatialisation, sur cette iconicité, sur cette multilinéarité. Alors, ce qui marche le mieux, c'est des choses comme ça. Bonjour, nous sommes aujourd'hui le mercredi 5 juin, etc. Comme il y a plein d'émissions de Mediapi qui commencent comme ça, c'est des genres de structures de phrases qui sont très représentées. Donc ça marche pas trop mal. Voilà. Mais après, il y a des choses qui marchent vraiment, enfin, pas du tout. Là, c'est encore pas trop mal. J'aurais dû mettre un exemple qui marchait pas du tout pour vous montrer, mais. Là, on va peut-être un surapprentissage sur l'exemple 2, du coup. Oui, tout à fait, probablement. Enfin, voilà. Donc, voilà. C'est la démo de reconnaissance automatique de signes isolés. Donc, vous voyez, c'est vraiment finalement très modeste là où on en est, alors que ça fait plus de 30 ans qu'on bosse dessus. Donc, on fait l'équivalent de la reconnaissance de mots isolés, quoi. Mais on est très fiers. Donc voilà. Bon,
voilà comment on a fait. Donc on est parti de vidéos de notre corpus MediaPi qui fait donc 86 heures. On a fait un pré-traitement avec MediaPipe, qui est donc l'IA qui est le modèle de Google de représentation de pose, avec tout ce travail déjà d'allègement des données, parce qu'il n'y a pas obligatoirement besoin de tous les points partout. Mais je pense qu'à terme, il va falloir quand même qu'on en remette dedans, parce que on analyse beaucoup les erreurs pour essayer de voir ce qui manque comme info au modèle de reconnaissance derrière. Et donc, je vous ai dit une étape de normalisation. Donc ensuite, on a fait un modèle qui nous sort toutes les probabilités que ce soit tel ou tel signe parmi les 445. Ça, c'était le signe pour bonjour. Alors, comment on a construit notre signière? On est parti donc je vous ai dit, on n'utilise pas Helix parce qu'on n'a pas confiance, il y a trop d'erreurs, puis de toute façon, il nous faut plusieurs exemples par classe de signes. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a fait comme vous, on a découpé autour du signeur, on a croppé, on a fait aussi un découpage temporel, ce qui nous fait des extraits d'à peu près 5 secondes, avec le sous-titre associé. Donc, on a à peu près 50 000 extraits vidéo, et on a fait un système d'extraction de signes lexicaux en utilisant les sous-titres, ce qui est loin d'être parfait, c'est hyper biaisé, mais c'est un début. C'est qu'on a pris, par exemple, tous les sous-titres qui comportaient le mot Espagne. On a récupéré toutes les vidéos qui avaient un sous-titre avec le mot Espagne. On les a ensuite comparés 2 à 2 en faisant des matrices de similarité, image par image, pour détecter finalement les zones les plus similaires. C'est ce qu'on voit dans ici, là. Voilà, là, c'est pour le signe, je ne sais pas lequel, c'est trop petit. Et du coup, ça nous a permis de découper automatiquement des séquences supposément représenter le signe espace dans toutes ces vidéos. Mais derrière, moi, j'ai fait un contrôle à la main de chacune des vidéos. Je ne sais plus combien j'en ai eu à contrôler. Oui, Espagne, il n'y avait pas... Et oui, parce que c'est automatique, c'est pas supervisé. Enfin, il y a juste le mot on a juste choisi des mots dans les sous-titres pour démarrer. Et oui, il y avait quand même, il fallait nettoyer. Mais j'ai fait aussi attention à la segmentation. Parce que comme on veut pouvoir utiliser ça aussi pour des tâches d'annotation, il suffit pas juste d'identifier que c'est pas juste du sign spotting. Si on veut faire de l'annotation, faut qu'on ait un début et une fin qui soient à peu près propres. Et du coup, j'ai été sévère aussi sur la segmentation, ce qui fait qu'on est resté avec des exemples, des occurrences qui sont a priori sont propres. Bon, après, j'ai pu faire des erreurs, mais il y a eu aussi des choix à faire linguistiques ici, parce que Espagne, le signe est toujours réalisé à peu près de la même manière. Mais des fois, il y a des variations, voire des variantes, des homosignes, des différents phénomènes linguistiques, et donc il y a des choix à faire en termes de définition des classes qu'on va utiliser pour la reco derrière. Par exemple, ici, pour novembre, le mois de novembre, il peut être réalisé par une main, comme ça, ou par 2 mains, comme ça. Mais c'est le même sens. Donc, on a considéré que ça devait faire partie de la même classe, et que le système devait apprendre cette variation de réalisation. Et il y a beaucoup de variations. Il y a beaucoup de variations, de même qu'on prononce de manière très variée les mots comme rose ou rose. Il faut que le système soit capable d'apprendre ces variations-là. Donc, il faut vraiment des compétences d'experts langue des signes et de linguistique aussi derrière pour faire ces choix-là, mine de rien. Et maintenant, je vous fais la démo. Alors, il y a eu tout un travail sur la partie IHM, d'où la présence du collègue spécialisé dans ce domaine. Parce qu'il y a aussi l'ergonomie du site à étudier, et on fait ça aussi avec des gens qui viennent des personnes sourdes ou entendantes, mais qui sont qui utilisent la langue des signes, par exemple les profs de maths. Ils nous ont testé ça aussi, on a pu faire un petit peu aussi, commencer à faire quelques statistiques, en particulier sur la manière la plus agréable de démarrer un enregistrement. Donc là, déjà, la position par rapport à la webcam, elle est déterminée par ce cercle vert. Ensuite, on a déterminé une manière de démarrer l'enregistrement, la manière la plus simple possible, sans avoir besoin de toucher clavier. Donc voilà. Donc là,
on a donc on renvoie une réponse bilingue sous forme de mots en français. Alors c'est pas des mots, c'est les labels des classes. Donc on a tout un travail à faire aussi parce qu'il pourrait y avoir des synonymes. Ça c'est pas encore démarré. C'est mon chantier de 2026. Donc vous voyez que ceux qui ont été principalement reconnus, c'est bonjour et bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors je me mets pas devant la caméra. Donc bonjour c'est ça. Bonjour à tous c'est ça. Donc évidemment ça ressemble. Et le collègue sourd, il a fait la version en langue des signes, en mocap. Ça, c'est pour pouvoir montrer. Donc, c'est pas complètement parfait, il faut qu'il corrige un petit peu. Mais ça, on peut imaginer, par exemple, que ça puisse être intégré dans des applis pour l'enseignement. Ce qui était aussi l'idée avec le groupe SIGMAT. Voilà. Et pour terminer, je vais peut-être vous en faire un qui marche pas. On vous explique, c'est toujours très intéressant. On n'étudie jamais assez ce qui marche pas. C'est parfait. Donc ça n'a pas du tout marché et je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'ai fait mardi prochain et il m'a proposé mardi dernier, samedi dernier. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que le temps s'exprime dans un axe qui est parallèle à l'axe de la caméra. Donc ça, c'est mardi prochain, le futur est devant. Et ça, c'est mardi dernier. Le passé est derrière. Donc évidemment, alors, vers l'arrière, ça marche mieux parce que je pense que la présence du coude doit être assez discriminante. Mais entre mardi et mardi prochain, la présence du mouvement comme ça pour mardi et qui est moins présente pour mardi prochain, a pas l'air d'être suffisante pour discriminer. Ça ressemble trop. Donc là, je pense que dans la représentation de pose, il faudrait peut-être qu'on rajoute une info sur peut-être la surface de la main en plus pour permettre d'avoir une meilleure précision là-dessus. Je vais terminer là-dessus.